Le baron Stromboli de José Moselli, L'émeraude de Rubik le Rousse, lu par Philippe pour Vocalivre. Quand même, ce baron Stromboli n'est vraiment pas si fort qu'on l'affirme. Je persiste à le dire. Tous ses exploits, si l'on peut appeler ainsi ses vols et cambriolages, n'ont prouvé jusqu'ici que la naïveté de ses victimes. Et vous remarquerez qu'il s'est bien gardé d'opérer en Russie, où la police est serrée, les prisons solides et la Sibérie proche. Ayant débité tout d'une traite ce petit discours, le prince Orbelianov, grand maréchal de la noblesse et gouverneur de la province de Moscou, regarda autour de lui comme pour chercher une approbation à ses paroles. Ses auditeurs, une dizaine d'officiers et de fonctionnaires aux brillants uniformes, hochèrent la tête d'un air entendu. Des murmures flatteurs se firent entendre. Un jeune cadet, encore imberbe, s'écria. « Certes, la police est bien faite dans notre Sainte Russie, et surtout dans le gouvernement de Moscou, grâce à la remarquable organisation de son honneur. » Le prince Orbelianov ne broncha pas sous ce compliment asséné à bout portant. Il remercia d'un mince sourire et, content de lui, jeta un regard scrutateur sur son entourage. La soirée s'avançait. Déjà, les vastes salons du palais Orbelianov, où se passait cette scène, se dégarnissaient peu à peu. Les petits orbereaux des environs venaient un à un présenter leurs hommages au prince et regagner leurs traîneaux. Au dehors, une neige fine et serrée tombait, assourdissant les moindres bruits. Seul s'entendait le murmure confus des conversations et le bruit atténué d'un orchestre de musiciens tartares, dissimulé derrière un amas de plantes vertes. Décidément, le prince Orbelianov en tenait pour le prince Stromboli. De nouveau, il parla du célèbre aventurier. « Somme toute, je crois que l'on a fort exagéré les hauts faits de ce Stromboli, dit-il. Cet aventurier m'apparaît simplement comme un ingénieux escroc, rien de plus. Cela m'amuserait d'avoir affaire à lui, d'autant plus qu'on s'ennuie tant ici. Ah, Paris !»« Oh, prince !» dit un jeune officier de la garde qui, jusqu'ici, n'avait pas prononcé un mot. « Moi, j'ai connu le baron. C'est un charmant homme et vraiment ingénieux. » Instantanément, l'assistant se rapprocha du parleur. Il continua. Le baron Stromboli est aimable, au possible, et depuis longtemps m'a promis de me rendre visite. S'il plaît à son honneur de le connaître, je l'amènerai ici, à condition toutefois que j'aie la promesse formelle que rien ne soit tenté contre lui. « Parlez-vous sérieusement, Pavel Ivanovitch » s'écria le prince Orbelianov. « Je n'ai jamais été plus sérieux. »« Eh bien, vous avez ma parole que le baron, votre ami, et Orbelianov prononça ces deux derniers mots avec une légère ironie, ne sera pas inquiété le moins du monde tant qu'il sera à Moscou, et naturellement tant qu'il ne commettra aucun délit. Et quand comptez-vous nous faire profiter de sa présence ? Oh, dans très peu de temps. » Pavel Ivanovitch sourit et regarda ses interlocuteurs de son air le plus aimable. « De suite, même. Je suis le baron César Stromboli lui-même. » Des rires fusèrent à la ronde. « Ha, ha, elle est bien bonne, farceur de Pavel Ivanovitch. »« Non, mais voyez-vous ce baron Stromboli ? Il est brun, et tu es blond. » Impassible et souriant, Pavel Ivanovitch laissa passer l'avalanche de railleries et enfin répondit. « Je suis vraiment le baron Stromboli, ce qui ne m'empêche pas d'être, en même temps, au cadet de la garde. Il y a temps pour tout. Si le prince Orbelianov veut bien, je lui prouverai à la fois que je suis vraiment le baron Stromboli et que mes capacités sont plus grandes qu'il veut bien le croire. » Tous les yeux se fixèrent sur le prince. À la vérité, celui-ci semblait embarrassé. Il craignait, évidemment, d'être victime d'une mystification.
auquel cas il se serait vengé immédiatement en envoyant Pavel Ivanovitch moisir au fond de quelque prison. Il hocha la tête et dit « Et comment, cher baron, puisque vous êtes baron, comptez-vous nous montrer vos étonnants talents ? Mon Dieu, je vous avouerai que je ne suis venu à Moscou que pour cela. Il y a dans la salle d'honneur de votre palais de Pianiavitchka une énorme émeraude. » « L'émeraude de Rurik-le-Rousse, interrompit Orbéganov, vous n'aurez pas l'audace. Précisément, j'aurai l'audace. Et l'émeraude, elle ne me plaît pas énormément, je dois l'avouer. Mais sa valeur est grande, et cela me suffit. Savez-vous que vous avez un certain courage de me parler ainsi, Pavel Ivanovitch ? Pardon, baron César Stromboli. Stromboli, Stromboli, il me semble que vous dépassez les bornes. De la bienséance. C'est ce que je me disais, prince. Il se fait tard, et je vais vous demander la permission de me retirer. Et quand croyez-vous exécuter votre projet ? Vous risquez la Sibérie, je vous en avertis. Je ne me laisserai pas dépouiller. Merci, prince. Ne craignez rien. Je déteste les pays froids. Et il n'a pas moins fallu que votre émode pour que je décidasse à venir à Moscou. Le baron Stromboli s'inclina. En termes choisis, il remercia le prince Orbélianov de l'agréable soirée qu'il venait de passer en sa compagnie, et après avoir salué l'assistance, se retira. Il avait à peine franchi la porte du salon que le prince Orbélianov, d'un signe, manda auprès de lui un géant sombre et barbu, vêtu d'un uniforme vert olive et qui se tenait à l'écart dans une encoignure. Ivan Antonovitch, chef de la police de Moscou et l'âme damnée du prince Orbélianov. « Antonovitch, lui dit-il, tu as remarqué celui qui vient de me saluer et de quitter le salon ? Oui, Pavel Ivanovitch. Non, le baron Stromboli. C'est lui ? En êtes-vous sûr, votre honneur ? Il me l'a dit lui-même, et s'est vanté de me cambrioler. Il s'agit de ne pas le perdre de vue. Il ne doit pas être encore sorti. Envoie des hommes à ses trousses. Par les saints apôtres. Il a besoin de bien se tenir. Avant 1 heure, il sera coffré, je le jure. Non, j'ai promis formellement de ne pas l'inquiéter tant qu'il ne commettrait pas de délit. Surveille-le, sans plus. Et attention, j'en réponds. Antonovitch s'élança vers la porte. Le prince Orbélianov courut vers une des hautes portes-fenêtres qui donnaient sur la façade principale du palais et était située juste au-dessus de la grande porte, afin de voir sortir le baron Stromboli. Dans le salon, les quelques officiers qui avaient assisté à la conversation entre le prince et l'aventurier se regardaient sans oser ajouter un mot. Depuis 1 mois, le faux Pavel Ivanovitch, qui arrivait de Saint-Pétersbourg et était muni de nombreuses lettres de recommandation, vivait avec eux. Beau parleur, intrépide buveur, joueur et bretteur audacieux, il ne s'était fait que des amis. Et cet homme était le baron Stromboli. Cependant, il y avait bien 10 minutes que le prince quittait la sortie du baron, sans apercevoir celui-ci. Soudain, il vit Antonovitch bondir comme un fou sur le perron, et sans se soucier de la neige qui tombait toujours, courir de tous côtés avec une lanterne à la main. « Que fait cet imbécile » grommela le prince. Antonovitch revenait vers le perron. Il rentra dans le palais, et quelques instants plus tard réapparaissait tout couvert de neige dans le salon. Il alla droit vers le prince Orbélianov, sa figure exprimait le plus vif étonnement. « Il a disparu, dit-il, mais je l'aurai. 10 de mes hommes sont à ses trousses. À mon avis, il est toujours dans le palais. Personne ne l'a vu sortir. Son traîneau est parti sans lui depuis 1 heure. J'ai envoyé 2 hommes surveiller son domicile rue Potroska. Je vais m'occuper moi-même de cette affaire et le fameux baron quittera Moscou que pour la Sibérie.
Puisses-tu dire vrai, comme je mettais en doute ses capacités? Il m'a assuré qu'il s'emparerait de l'émeraude de Rurik le Rousse, qui est dans mon palais de Piagnieszka. C'est impossible. Peut-être. À toi de l'empêcher. Je te rends responsable des méfaits du baron. Tu es prévenu. Que Dieu te garde. Je me charge de lui, conclut Antonovitch. Et sur ces mots, il fit demi-tour et quitta les salons. Sous des dehors frustes, Ivan Antonovitch cachait une âme de renard. Il en avait l'astuce et la férocité. L'arrestation de dangereux nihilistes, effectuée par lui dans d'extraordinaires circonstances, prouvait son audace et son ingéniosité. Aussi, tranquille sur le sort de la fameuse émeraude, le prince Obelianov, souriant, rejoignit le groupe d'officiers témoins de la promesse hasardeuse du baron Stromboli. « Eh bien, messieurs, je viens de mettre Ivan Antonovitch aux trousses du baron. Son affaire est claire. » Tout le monde approuva. Certes, le baron n'en avait pas pour longtemps avant d'aller villégiaturer en Sibérie. Après que chacun eut émis son hypothèse sur le temps nécessaire à la capture du fameux aventurier, un à un, les interlocuteurs du prince Orbelianov prirent congé de lui. Et bientôt, le gouverneur de Moscou fut seul au milieu de ces vastes salons. Pensif et légèrement inquiet, malgré tout, en se remémorant la légendaire habileté du baron Stromboli, le prince regagna ses appartements. Il n'avait pas sommeil. Arrivé dans sa bibliothèque, il approcha un fauteuil de l'immense cheminée dans laquelle flambait un feu de bûche et s'y installa. Il resta ainsi pendant plus d'une heure à songer en regardant le bois brûler. Mais il n'y parvint pas. Il résolut alors de s'occuper et alla dans son cabinet de travail. Il s'assit devant une table d'acajou sur laquelle voisinaient une dizaine de volumes. Il en prit un au hasard et distraitement le parcourut. Peu à peu, une somnolence le prit et il s'assoupit. Soudain, il fut réveillé par la voix grave de son valet de chambre. Celui-ci tenait en ses mains un plateau de vermeil. Il parla. « Excellence, il y a là un barine qui insiste énormément pour être introduit. Il affirme que votre Excellence sera heureuse de le recevoir. » Les yeux encore brouillés de sommeil, le prince Orbelianov prit la carte de visite déposée sur le plateau que lui tendait le valet et lut. Baron Césaré Stromboli. Situé près de la Moskowa, à quelques centaines de mètres du Kremlin, le palais de Piagnieszka, propriété de la famille Orbelianov depuis plus d'un siècle, il a été donné à Fédor Obelianov par Catherine II, constitue une des merveilles de Moscou. Dans ses 356 salles, toutes richement meublées, des merveilles d'art s'entassent pour le seul plaisir des yeux de son propriétaire. Il y a là des armures de boyards datant du XVIe siècle, un coq de platine serti d'émeraude, don du fameux tsar Boris Godounov, des filigranes de Cracovie, des émaux vénitiens, le tout enfermé ou posé sur des meubles antiques qui sont eux-mêmes de véritables pièces de musée. Mais la merveille du palais de Piagnieszka, c'est la fameuse émeraude de Rurik le Rousse. Cette pierre inestimable, d'une grosseur et d'une pureté unique, toute ronde et semblable à un œuf de lumière, a été prise aux Mongols en 853 par Rurik, le fondateur de la Russie. Celui-ci, à sa mort, en fit don à Sineus Orbelianov, un des chefs de son armée et l'ancêtre du prince actuel. Depuis, le joyau merveilleux avait été gardé dans la famille, et même aux heures de pire détresse, lors de la domination mongole ou des affreuses guerres civiles du XVIe siècle, jamais aucun Russe
n'osa y toucher. Ivan le Terrible lui-même, qui fit décapiter Serge Orbelianov et confisquer ses biens, craignit de porter la main sur l'émeraude de Rurik. Maintenant, elle reposait sur un coussin de soie blanche, brodé d'or, enfermé dans un énorme coffre d'acier niellé, rivé au centre de la salle des portraits du palais de Penechka. Et ainsi, la longue lignée des Orbelianov, depuis le farouche guerrier à demi sauvage, jusqu'aux élégants seigneurs des temps actuels, semblait veiller sur elle. D'ailleurs, une garde de 12 rues de Cosaques ne quittait jamais la salle de l'Émeraude. Appartenant tous à ces vieilles familles originaires des terres Orbelianov, leur fidélité était connue. Bien armés, incorruptibles, l'Émeraude était en sûreté sous leur protection. De plus, l'accès au palais de Penechka était assez difficile. Il s'élevait au milieu d'une immense cour pavée, entourée d'une solide muraille, haute de 5 mètres et percée d'une unique porte cochère s'ouvrant sur une voûte bordée de chaque côté d'un corps de garde toujours habité. Ivan Antonovitch savait tout cela. Aussi, bien que connaissant par ouï-dire l'habileté et l'audace du baron Stromboli, était-il tranquille sur le sort de la fameuse émeraude. Cependant, il ne voulut rien négliger pour en assurer la sécurité. En sortant du palais Orbelianov, il sauta donc dans son traîneau et se fit ramener à l'hôtel de la police. Arrivé là, il choisit lui-même 20 solides policiers et leur ordonna d'aller l'attendre à la porte du palais de Penechka, puis il gagna son cabinet. « Petitchev et Platanov sont là ?» demanda-t-il au planton, qui se tenait devant la porte. « Oui, barine. »« Qu'ils viennent. » Antonovitch ouvrit la porte, traversa une étroite antichambre et entra dans son cabinet de travail. Il atteignit une boîte à cigares posée sur son bureau et y prit un énorme havane qu'il alluma. Presque aussitôt, la porte s'ouvrit. Platanov, grand diable à figure chafouine, parut. « Eh bien, brute, où est Pavel Ivanovitch ?»« Chef, il n'a pas paru chez lui depuis ce matin. Personne ne l'a vu aux alentours. C'est en vain que j'ai interrogé les concierges des maisons environnantes, » fit Platanov. « Petritchev est resté pour surveiller la maison. »« C'est bon. Va le rejoindre, et demain au jour, tu viendras me rendre compte de tes découvertes. File. » L'homme s'éclipsa. Ivan Antonovitch prit alors 2 revolvers dans le tiroir de son bureau, les enfouit dans ses poches, et ayant revêtu un épais manteau de fourrure, sortit, seul, de l'hôtel de police. Dans les rues ténébreuses et désertes, la neige tombait toujours. Elle réverbérait sinistrement la lueur des rares candélabres encore allumés. Son cigare en bouche, les mains dans ses poches, serrant chacune un revolver, Antonovitch marchait d'un pas souple, heureux d'entendre la neige crier sous le talon de ses bottes molles. En quelques minutes, il arriva devant la porte du palais de Penechka. Ses hommes, immobiles sous la neige, l'y attendaient. Sans même répondre à leur salut, Antonovitch saisit le marteau de bronze pendant contre lui et vigoureusement frappa 3 coups. Un Judas s'entrouvit. Une voix rude demanda. « Qui va là ?»« Moi, Ivan Antonovitch. Ne me fais pas attendre, brute. » Le Judas se referma et lentement la porte s'ouvrit et laissa voir un colossal moudjik tenant à la main une lanterne sourde. Il aperçut le chef de la police et s'inclina bien bas. « Que Dieu et les apôtres soient avec toi, barine, » dit-il. « C'est bon, laisse-moi passer avec mes hommes. Rien de suspect ?»« Rien, Ivan Antonovitch. »« Tant mieux. Sache que des malfaiteurs me sont signalés, qui veulent tenter un coup de main contre le palais. N'ouvre à personne, qu'à son honneur le prince. Vous pouvez vous fier à moi, barine. »
Antonovitch se tourna vers les policiers. « Suivez-moi, vous autres, dit-il. À la file indienne, les 20 hommes muets emboîtèrent le pas à leur chef, et après avoir franchi un long couloir voûté, traversèrent l'immense cour pavée et pénétrèrent dans l'antichambre au palais. Arrivé là, Antonovitch commanda à ses hommes de l'attendre, et à pas feutrés, se dirigea vers la salle où était renfermée la merveilleuse émeraude. Cette pièce, située au centre du palais, au premier étage, n'avait qu'une seule issue que fermer une porte bardée de fer. Délibérément, Antonovitch l'ouvrit et fut aussitôt saisi à la gorge par un cosaque qui, menaçant, gronda. « Qui va là ?» Deux autres colosses, munis de lanternes, l'accompagnèrent. À la lueur de leurs falots, ils reconnurent le chef de la police de Moscou, et ce fut heureux pour Antonovitch. Lâché avec force excuse, le policier voulut bien sourire et félicita les Cosaques de leur zèle. « C'est très bien, mes braves, et je rendrai compte de votre conduite à son honneur. Pour cette nuit et jusqu'à nouvel ordre, vous ne veillerez pas ici. Je vous donne congé. Mes hommes vont venir vous remplacer. »« Comme il vous plaira, barine, » fit le chef des Cosaques. Comme tout le monde à Moscou, il connaissait le terrible chef de la police. Aussi, aucune objection ne lui vint à l'esprit. « Donne-moi la clé du coffre où est l'émeraude, maintenant. » Le Cosaque s'inclina et tira de sa ceinture une minuscule clé d'acier bizarrement découpée qu'il tendit respectueusement au policier. Antonovitch s'en saisit et la fourra dans sa poche. Puis, il rejoignit ses hommes. À sa suite, ceux-ci arrivèrent dans la somptueuse salle et s'immobilisèrent, tandis que les Cosaques de garde, après avoir salué Antonovitch, quittaient les lieux. Le chef de la police demeura seul avec ses hommes. « Mes braves, dit-il, après les avoir fait ranger en cercle autour de lui. Vous voyez ce coffre ? Il renferme une relique inestimable, la propre émeraude que Rurik, le fondateur de notre glorieuse Russie, légua aux ancêtres de son honneur, le prince Orbelianov. Eh bien, sachez qu'un bandit étranger a juré de s'en emparer. C'est un homme fourbe et audacieux, et il a déjà réussi des coups plus difficiles. Il va certainement tenter quelque chose. C'est pourquoi je vous ai fait venir ici. Vous êtes 20. Vous allez vous organiser en 2 équipes de 10 qui veilleront tour à tour jusqu'à nouvel ordre. Et je vous avertis que c'est la Sibérie qui vous attend tous au cas où l'émeraude disparaîtrait. » Ayant terminé ce petit discours, Antonovitch sourit et regarda ses hommes. Ils ne bronchaient pas, les yeux fixés sur lui. 4 lampes à pétrole, fixées aux encoignures de l'immense salle, éclairaient cette scène d'une lueur blafarde et faisaient briller bizarrement les ors des cadres et l'acier du coffre renfermant la fameuse émeraude. « C'est donc entendu, » conclut Antonovitch. « L'émeraude vous est confiée. Et je ne veux pas que vous ayez le moindre doute sur son existence. Je vais vous la montrer. » Le chef de la police moscovite tira de sa poche la clé minuscule que lui avait remise le Cosaque, et après 1000 efforts, ouvrit le coffre d'acier. L'émeraude, merveilleuse, posée sur son coussin de soie blanche, apparut, toute glauque, sous la lueur atténuée des lampes. « Qu'elle est belle !» murmura Antonovitch, malgré lui. Et il ne put résister au désir de la toucher. Il la saisit avec un respect superstitieux et la caressa de ses mains nerveuses. Puis, il l'éleva à la hauteur de son œil et en contempla l'admirable transparence. Les policiers s'étaient approchés et, retenant leur souffle, regardaient l'incomparable gemme. « Elle doit venir des monts Oural, » murmura Antonovitch. « Seule notre sainte Russie produit de pareils joyeux. Regardez, mes braves. »
Et tout à son enthousiasme, le chef de la police tendit l'œuf d'émeraude au policier qui se trouvait près de lui. La précieuse pierre passa ainsi de main en main pendant quelques minutes et fut enfin rendue à Antonovitch. Délicatement, le chef de la police la déposa sur son coussin de soie blanche et avec 1000 précautions referma le coffre d'acier et en remit la clé dans sa poche. Puis, il alla s'asseoir dans un haut fauteuil de chêne sculpté et se prit à méditer sur les meilleurs moyens de s'emparer du baron Stromboli. Il songeait ainsi lorsqu'un des policiers s'approcha de lui et à mi-voix lui dit « Barine, j'ai une idée. Si l'on faisait insérer dans les journaux de demain une note signée du prince Orbelianov et annonçant que l'émeraude de Rurik-le-Rousse a été volée cette nuit. Cela dérouterait certainement notre futur voleur. D'autant plus qu'il sera facile demain de cacher l'émeraude ailleurs, en lieu sûr et secret. » Antonovitch eut un frisson. Il regarda le policier et dit « Tu es un fin renard, et ton idée n'est pas mauvaise. Mais nous n'avons que le temps si nous voulons la mettre à exécution. Il est près de 2 heures. Il va falloir que tu cours si tu veux arriver à temps pour faire insérer cette annonce. Tu vas filer à l'imprimerie de Sliovo et tu ordonneras de ma part au secrétaire de rédaction d'insérer la note en question. Tu iras ensuite te coucher et viendras demain à 10 heures me voir à l'hôtel de la police. Je vais t'accompagner moi-même pour qu'on te laisse sortir. » À la vue de la carte du baron Stromboli, le prince Orbelianov avait frissonné. « Faites entrer ici, dit-il. » Le valet s'inclina et disparut. Orbelianov, en quelques tapes, rajustait tant bien que mal son habit fripé par sa longue station dans le fauteuil. Maintenant, il se repentait du défi si imprudemment lancé au fameux baron. Mais la portière de cuir s'écartait. Souriant, le baron Stromboli parut. Il marcha vers Orbelianov et de sa voix grave prononça « Vous me voyez navré, prince, de vous déranger à une heure aussi insolite. Mais vous me pardonnerez certainement en faveur des nouvelles importantes dont je suis porteur. » « Vous me faites plaisir, au contraire, bredouilla Orbelianov. Il est certain qu'il mentait impunément. Mais le baron Stromboli n'en avait cure. « Oui, dit-il, je suis vraiment désolé, mais je n'abuserai pas de vos instants. Qu'il me suffise de vous dire que l'émeraude de Rurik-le-Rousse est actuellement en route pour la France. » Le prince Orbelianov devint blanc. Ses traits se contractèrent, menaçants. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Autrement, plaît-il? Vous m'avez, ce me semble, engagé hier soir, car le jour va bientôt se lever, votre parole de ne rien tenter contre moi. Et je vous défie bien de prouver que je suis pour quelque chose dans la disparition de l'émeraude. » Orbelianov resta sans voix. Malgré tout, il voulait croire que le baron se vantait. Par un terrible effort de volonté, il parvint à sourire et à dire « Tout ceci est bel et bien, baron, et je vous remercie de votre si aimable visite. Oh, c'est la moindre des choses. Je serai chez moi toute la journée d'aujourd'hui. Si vous voulez honorer votre présence, ma petite maison de la rue Petrovska, je ne dis pas non. À demain, donc. Vous me ferez plaisir, prince. » Orbelianov sonna. Un valet apparut, et sur son ordre reconduisit le baron. À travers la vitre givrée, le prince aperçut Stromboli monter dans un traîneau qui, aussitôt, partit à toute vitesse et se perdit dans la nuit. Orbelianov sonna. Au valet accouru, il ordonna de lui apporter sa pelisse et ses bottes. Et 2 minutes plus tard, le prince, suant malgré le froid intense, arrivait à la porte du palais
de Pienieczka. À son appel, le portier ouvrit aussitôt et, reconnaissant le prince, s'inclina devant lui. « Rien de nouveau, Boris ? » ?»« Rien, votre honneur. » Rassuré, le prince se dirigea vers le palais et en quelques pas rapides franchit la vaste cour. L'immense bâtisse semblait dormir. Seule la fenêtre de la salle des portraits laissait filtrer une lueur jaunâtre. Arbelianov entra dans le palais et bientôt arriva dans la salle de l'émeraude. Il vit alors Antonovitch assoupi sur une chaise adossée contre la porte du coffre d'acier. Et, autour de lui, 10 policiers aux aguets. Ceux-ci, à la vue du prince, s'écartèrent. « Oh, Antonovitch !» Le policier, réveillé en sursaut, se dressa brusquement. Il vit le prince Arbelianov et balbutia. « Vous, ici, votre honneur ?»« Oui, moi. Je viens voir l'émeraude. Le baron Stromboli sort de chez moi. Il vient de m'annoncer qu'il l'a enlevé. » Antonovitch se mit à rire. « Cet homme est un malencontreux farceur, votre honneur. J'ai vérifié tout à l'heure la présence de l'émeraude dans le coffre et je l'ai enfermé moi-même. Alors, tu as raison, mais ce diable de Stromboli m'a fait peur. Ouvre !» Antonovitch, un ricanement aux lèvres, chercha la clé dans la poche où il l'avait mise. Elle n'y était plus. Pourtant, il se souvenait parfaitement de l'y avoir placée. Le sang aux tempes, les mains tremblantes, le chef de la police de Moscou chercha en vain dans les moindres replis de ses vêtements. La clé avait disparu. Arbelianov, un pli de colère au front, regardait sans mot dire le policier s'agiter. Enfin, il parla. « Alors, tu t'es fait voler la clé, Antonovitch ?» dit-il d'une voix méprisante. « Mais, votre honneur !»« Eh bien, réponds !»« Je ne sais. Je dois l'avoir perdu lorsque j'ai fait sortir Michel. »« Michel ? Quel Michel ? » ?»« Un de mes hommes que j'ai envoyé en mission. »« Tu es sûr de ce Michel ? » ?»« Comme de tous mes hommes, votre honneur. »« En tout cas, je puis affirmer que l'émeraude est toujours à sa place. Mes hommes n'ont cessé de la veiller. Oui, j'ai dû laisser tomber la clé dans la cour. On verra. Reste ici. Je possède heureusement une deuxième clé. Je vais la chercher. » Et Arbelianov, les nerfs crispés, sortit en faisant claquer la lourde porte de chêne. Antonovitch était anéanti. Sitôt le prince disparut, il cria. « Répondez, chien! Il n'est venu personne à mon absence ?»« Non, chef, » répondirent 19 voix. Cette réponse calma un peu le chef de la police. Il baissa la tête et se prit à arpenter l'immense salle. Cependant, le prince Arbelianov était arrivé chez lui. Il franchit la porte et pénétra dans l'antichambre. Un valet, emmitouflé dans une capote de drap gris, sommelait. Il se dressa en entendant venir le prince et bredouilla. « Votre honneur, on vient d'apporter quelque chose pour votre honneur. »« Donne !» Le valet fouilla dans sa poche et en retira un minuscule paquet enveloppé de papier blanc. Le prince le palpa et de ses doigts en déchira l'enveloppe. Le paquet contenait une clé. La clé du coffre renfermant l'émeraude de Rurik le Rousse. Et une carte de visite. Baron Cesare Stromboli. Comme un fou, le prince Arbelianov se précipita au dehors. À présent, il en était sûr. L'émeraude n'était plus au palais de Pienieczka. Le prince arriva au palais et pénétra dans la salle des portraits. « Porc, brute, immonde !» hurla-t-il à Antonovitch, qui s'avançait au-devant de lui. « Je l'ai retrouvée, la clé qu'on t'a volée. Qu'on t'a volée, entends-tu, chien ? C'est le baron Stromboli qui te l'a volée, et il l'a fait porter chez moi. Tu entends ?
Non content de me dépouiller, il me raille. Orbelianov, bégayant de fureur, n'écoutait pas les protestations d'Antonovitch. D'une main que la rage faisait trembler, il parvint, après quelques secondes de tâtonnement, à introduire la clé dans la serrure du coffre. Il ouvrit et éclata de rire. L'émeraude, tel un énorme œil vert, resplendissait toujours sur sa couche de satin blanc. Orbelianov soupira. Et pendant un instant, ce fut le silence. À travers les vitres blanchies de givre de l'immense fenêtre, la lueur blafarde des premiers rayons du soleil apparaissait. Quand même, ce baron Stromboli est assez spirituel, s'écriait Orbelianov dans l'excès de sa joie. Et il saisit l'œuf d'émeraude et le caressa dans ses mains moites de fièvre. Sans mot dire, Antonovitch regardait, ayant une seule pensée en tête, se venger de Stromboli. Orbelianov remit l'émeraude sur son coussin et, avec un nouveau soupir de satisfaction, referma la porte du coffre. Il s'approcha d'Antonovitch, sombre, et dans l'excès de son contentement, lui donna une tape sur l'épaule. « Alors, Ivan Antonovitch, dit-il, avoue que le baron Stromboli est plus fort que toi. »« Peut-être, grommela le policier. En tout cas, je compte bien prendre ma revanche. Ah, je me charge d'envoyer le fameux baron en Sibérie. Si tu en es capable, mon pauvre Antonovitch. En attendant, comme toutes ces émotions m'ont fatigué, tu vas envoyer un de tes hommes me chercher un traîneau pour me reconduire chez moi. Oui, votre honneur. Et tâche, à l'avenir, de te montrer moins naïf. » 10 minutes plus tard, Orbelianov réintégrait son palais et se couchait. Il dormit ainsi jusqu'à midi, heure à laquelle son intendant vint l'avertir que son dîner était prêt. Encore fatigué par les émotions de la nuit, le prince se fit habiller et gagna sa salle à manger. Il n'avait guère faim, et ce fut sans enthousiasme qu'il attaqua les hors-d'œuvre. Mais il avait à peine commencé à manger qu'un valet apparut. « Son Excellence Antonovitch prit son honneur de bien vouloir le recevoir, » dit-il. « Fais-le entrer, » grommela le prince. À la suite du domestique, Antonovitch parut. Il était très pâle. « Son honneur m'excusera de le déranger ainsi. Le policier Michel, que j'avais envoyé cette nuit en mission, a disparu, sans laisser de traces. Je soupçonne le baron Stromboli d'être pour quelque chose dans cette affaire. Puis-je agir ? Écoute, je dois aller cet après-midi, rendre visite au baron. Je le lui ai promis. Tu m'accompagneras. Mais c'est que j'ai justement reçu une lettre de ce baron me priant de venir le voir aujourd'hui, grommela Ivan Antonovitch. Ah, ah, c'est drôle. J'y vais à 3 heures. Viens me prendre ici, nous irons ensemble. Ne vaudrait-il pas mieux le faire coffrer de suite ? Une fois bien abrité à la prison d'Olgorovska, il aura tout le temps d'attendre notre visite. La paix, Antonovitch. Le baron n'a commis aucun délit. Nous irons le voir à 3 heures. Bien, votre honneur, répondit le policier. Et avec la figure d'un dogue à qui on refuse un os, il se retira. À 3 heures de l'après-midi, un traîneau, attelé de 3 merveilleux trotteurs kirghizes, s'arrêtait rue Pokrovska, devant la demeure de Pavel Ivanovitch, alias baron Stromboli. Le prince, Orbelianov et Antonovitch en descendirent. Leur arrivée avait sans doute été signalée, car un valet s'avança à leur rencontre après avoir ouvert la grille du petit jardin entourant la maison du baron Stromboli. « Cette maison m'apparaît peu sûre, » fit Antonovitch en descendant du traîneau. « Et peut-être avons-nous été imprudents en acceptant d'y venir. Enfin, j'ai une dizaine de mes hommes disséminés aux alentours, prêts à accourir à mon appel. »« C'est bon, répondit Orbelianov en emboîtant le pas au laquais.
Grommelant toujours, Antonovitch suivit le prince. Après avoir traversé un spacieux vestibule où brûlait un poêle de faïence, le prince et le policier, annoncés par le domestique, arrivèrent devant la porte, instantanément ouverte à deux battants, d'un salon sobrement meublé. Le baron Stromboli, vêtu d'une redingote admirablement ajustée, s'élançait déjà au-devant de ses hôtes. « Altesse, vous êtes réellement trop bonne d'être venue. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Cher monsieur Antonovitch, je suis heureux de vous voir. »« Trop aimable, » fit le prince, d'un air moitié figue, moitié raisin. L'arrivée d'un valet portant un plateau d'argent sur lequel était posé un samovar, quelques tasses et de nombreux gâteaux interrompit la conversation. Le valet parti, Stromboli se leva en disant « Vous m'excuserez, prince, j'ai l'habitude de faire le thé moi-même. »« Faites donc, je vous en prie, » dit Orbelianov. Le baron Stromboli, souriant, s'approcha du samovar, qui avait été posé sur une table entre Orbelianov et Antonovitch. « Cher prince, » dit-il, en caressant le couvercle du samovar, « je m'en voudrais de vous avoir ainsi dérangé. Vous, ainsi que ce cher Antonovitch, si je n'avais eu des choses vraiment sérieuses à vous apprendre. » Antonovitch regarda le baron d'un air soupçonneux. Il posa ses deux énormes mains sur les accoudoirs du fauteuil où il était assis. Comme il se préparait à bondir, Stromboli se tourna vers lui. « Qu'avez-vous, cher monsieur Antonovitch? Seriez-vous souffrant ?»« Non, merci, » répondit le chef de la police moscovite d'une voix rogue. « Ah, bien, tant mieux. J'ai des choses très importantes à vous apprendre, prince. D'abord, cher monsieur Antonovitch, je vous fais savoir qu'au moindre mouvement de votre part hors du fauteuil où vous êtes, il y a pour vous un désagréable coup de poignard entre les deux épaules, ce qui me serait vraiment pénible. Ne vous désolez pas, les hommes que vous avez mis en faction autour de mon jardin dorment tous. Leur repas de midi a été drogué par mes soins. D'ailleurs, je ne vous veux aucun mal. » Antonovitch, les sourcils froncés, avait écouté jusqu'au bout. Ses muscles se tendirent. Il voulut se lancer en avant, mais avec un sifflement, une lanière entoura son cou et l'immobilisa, à demi étranglé sur son fauteuil. Deux hommes, dissimulés sous une tenture, venaient d'apparaître sans que personne fît attention à eux, et avaient ainsi réduit le chef de la police à l'impuissance. Sur un signe du baron Stromboli, ils disparurent de nouveau. Orbelianov n'avait pas bougé. « Je vois, prince, que vous êtes plus raisonnable que ce policier, et que vous savez ce qu'est l'hospitalité d'un gentilhomme. Vous ne courez aucun danger chez moi. »« Je veux le croire, monsieur. »« N'en doutez pas. Or, maintenant que monsieur Antonovitch ne peut plus m'interrompre, je vais pouvoir m'expliquer. Deux mobiles m'ont obligé à m'emparer de l'émeraude de Rurik-le-Rousse. D'abord, et c'était suffisant, la valeur intrinsèque de cette admirable pierre. Ensuite, votre mauvaise opinion de mes capacités. Mais alors, vous avez sans doute pensé à me séquestrer pour que je vous livre l'émeraude? Quelle erreur est la vôtre, prince? Dans quelques minutes, vous allez pouvoir vous en aller, sans aucune restriction de ma part. Un philosophe français a dit « On se lasse de tout, excepté de savoir ». J'ai donc pensé que vous seriez de cet avis et que vous aimeriez savoir comment votre émeraude a passé dans mes mains. Vantardise. Que non, la voici. Et le baron Stromboli tira de la poche de son pantalon l'unique, la merveilleuse, l'indescriptible émeraude de Rurik-le-Rousse. Et il rit aimablement. C'est bien elle, n'est-ce pas? Comment? Oui, c'est elle. Eh bien, prince, que pensez-vous de mes capacités
et de celle de votre chef de la police. Vrai, cela ne m'a pas été bien difficile de m'emparer de l'émeraude. Ce n'est pas pour rien que je vous avertis de mon projet. Je comptais bien qu'aussitôt prévenu, vous feriez augmenter d'une manière quelconque la surveillance du palais de Pieneczka. Lorsque je vous quittai, je ne sortis pas de votre palais, mais, grâce à l'aide d'un de vos valets, il est parti ce matin pour la France. Je changeai de costume et revins dans le salon. Dissimulé sous une tenture, je vous entendis charger Antonovitch de me surveiller. Lorsque cet homme astucieux sortit de votre palais, je le suivis à l'hôtel de la police. Je l'y vis entrer, et quelques instants plus tard, j'aperçus les 20 policiers que ce cher Antonovitch envoyait au palais de Pieneczka. C'est bien la moindre des choses, n'est-ce pas, lorsqu'on tente une affaire aussi importante que celle-ci? C'est bien la moindre des choses, dis-je, de mettre Cacatoux dans son jeu. Aussi, vous ne serez pas étonné de savoir que sur ces 20 policiers, 2 étaient à mes gages. Je suivis la petite troupe, et à l'angle d'une ruelle, je réussis à frôler un de mes hommes et à lui faire comprendre de me joindre. Ce fut facile. Il resta en arrière, et bientôt nous fûmes seuls. Ainsi que je l'avais deviné, Ivan Antonovitch, afin d'être plus sûr de la fidélité des gardiens de l'émeraude, envoyait des hommes à lui les remplacer. Cela modifia mes projets. Je dois vous l'avouer, prince. Mon plan était d'abord de faire naître plusieurs incidents au palais de Pieneczka, afin de vous donner des doutes sur la sécurité de la garde de votre émeraude, de telle sorte que vous la fassiez changer d'emplacement. À la faveur de ce transfert, je comptais vous subtiliser l'émeraude au cours d'un incident quelconque que j'aurais fait naître, et afin que l'on ne s'aperçût aussitôt de la disparition de la pierre, laisser en lieu et place un bloc de verre de même dimension, de même poids et de même couleur que j'avais fait fabriquer en Bohême à cette intention. Tel ne fut pas le cas. Ayant appris les intentions de ce digne Antonovitch, je combinai immédiatement un plan audacieux. Il a réussi. Il pouvait échouer, mais il faut bien essayer. Je continue. À la faveur de la nuit, je changeai de vêtements avec Michel Rioreski. Vous ai-je dit qu'il s'appelait Michel Rioreski? Cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance, car ce brave garçon est parti, lui aussi, respirer un air étranger. Une fois habillé en policier, je m'appliquai, grâce à une mignonne trousse portative qui ne me quitte jamais, à me faire la tête de ce brave Yurleski. Une longue pratique m'a donné une certaine habileté à me grimer. Monsieur Antonovitch peut en témoigner, bien que j'effectuais cette opération en pleine nuit, à la lueur incertaine d'une lanterne sourde. Enfin, passons. Ressemblant à Yureski, comme son frère jumeau, je filai à toutes jambes vers le palais de Pieneczka, où je rejoignis mes pseudo-camarades. Que vous dirais-je de plus? Ivan Antonovitch arriva et nous fit entrer dans la salle du palais où se trouvait l'émeraude. Une fois là, ce fut non sans émotion que je mis mon plan à exécution. Antonovitch allait-il tomber dans le piège que je lui tendais? Oui. D'une voix que j'essayais autant que possible de rendre semblable à celle de celui dont j'étais le sosie, je demandai ingénument au chef de la police s'il était bien certain que l'émeraude fût encore dans le coffre. Cher Antonovitch, il agit ainsi que je l'espérais. Il ouvrit le coffre et en tira la précieuse pierre. Il la fit luire à l'éclat des lampes. Moi, pendant ce temps, j'avais sorti de ma poche l'émeraude factice fabriquée en Bohême et l'avais glissée dans ma manche. Je demandai
à Antonovitch de voir la précieuse pierre de plus près, et il me la passa. Vous comprenez? Je lui rendis, en son lieu, le morceau de cristal vert, et tremblant de joie, je le vis enfermer joyeusement ce bijou dérisoire. Il ne me restait plus qu'à sortir du palais. Ce fut facile. Je suggérai à Antonovitch de faire insérer dans le slovo d'aujourd'hui une communication astucieuse destinée à égarer le baron Stromboli. Antonovitch trouva cette combinaison ingénieuse. En vérité, elle l'était, n'est-ce pas? Et j'eus ainsi le double plaisir d'être accompagné jusqu'à la porte du palais par cet aimable monsieur Antonovitch, et chemin faisant, d'extraire de sa ceinture la clé du coffre qui avait contenu l'émeraude de Rurik le Rousse. Et voilà, sorti du palais, je rentrai chez moi, et en hâte, absorbé une légère collation, car ces émotions m'avaient creusé. Puis, ayant quitté mon costume de policier et revêtu un habit plus conforme à ma condition sociale, j'allais aussitôt vous rendre visite, prince. J'ai fini. Un conseil seulement. N'en voulez pas de trop à ce brave Antonovitch. Il n'a fait qu'avancer de quelques heures, ou, au plus, de quelques jours, la perte inévitable de votre merveilleuse émeraude, et consolez-vous en pensant qu'elle va devenir la propriété d'une femme charmante. Le baron Stromboli sourit. Il avança la main vers le samovar et aimablement conclut. Voulez-vous, prince, me permettre maintenant de vous offrir une tasse de thé? Il vient directement de Yashka. Le tsar n'en boit pas de meilleur. Merci, dit Orbelianov d'une voix altérée. Le baron Stromboli, cependant, remettait dans sa poche la précieuse émeraude qu'il avait, tandis qu'il parlait, gardée à la main. L'heure s'avance, prince. Il se fait tard, et je dois être dans quelques minutes à la gare de Smolensk pour y prendre le Nord Express. Et moi, qu'allez-vous faire de moi? Gronda Orbelianov, se laissant aller à la rage. Je vous promets qu'aussitôt dehors, je mets toute la police de l'Empire à vos trousses. C'est la moindre des choses, prince. Adieu. Posément, le baron Stromboli marcha vers la porte et sortit. Un instant, Orbelianov resta figé de stupeur. Puis, il se dressa et courut à la porte. Elle était ouverte. Il bondit dans le vestibule et arriva dans le jardin. « Au secours !» hurla-t-il. Mais nul passa dans la rue déserte. Alors le prince courut jusqu'à la maison voisine et en revint avec 2 hommes. Grâce à leur aide, il délivrait le chef de la police. Une battue fut aussitôt organisée. Elle n'eut aucun résultat. Le baron Stromboli était parti par une porte de derrière. En vain, les voyageurs du Nord Express, sur l'ordre du prince, furent-ils examinés minutieusement. Aucune trace du baron. Cependant, 5 jours plus tard, le prince Orbelianov recevait un télégramme ainsi conçu. De Paris. Suis bien arrivé après excellent voyage. Sympathique souvenir. Baron César Stromboli.